Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Night Crash. Et cette semaine on va parler, alors, de mes RTN un petit peu, Mmh. parce que j'ai pas eu l'occasion de les raconter. On va parler des RTN de manière générale, ce qui se passe dans le monde, de leur méta, parce que LSS nous fait des comptes rendus de très bonne qualité, mais qui du coup nous donnent des informations qui sont intéressantes. Et on va probablement dériver sur le sideboard, mais en fait Mmh. moins le sideboard que comment est-ce qu'on peut s'adapter à ce qu'on attend d'une méta, d'un tournoi, d'une boutique, qu'est-ce que C'est ça ça. implique, etc., Mmh. etc. Chose qui, est très importante dans les TCG. Il n'est pas facile du tout. Les personnes sont bien meilleures que d'autres à cet exercice mais c'est un exercice de pensée qui est très intéressant. Mais, d'abord, bonjour Knight. Bonjour. Pili Piou, comment Ouais. vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, Imhotep, Imhotep. Imhotep. On discutait un peu, alors au départ, ouais, on avait cette idée justement donc d'épisode sur les sideboards, comment faire un sideboard, comment apprendre un sideboard. Et c'est vrai que Pili Piou n'était pas présent la semaine dernière quand j'ai enregistré l'épisode avec Croissant, alors que lui aussi a fait des RTN. Oui. Bah, ils Donc avaient arbitré que faire, mais, oui, mais tu les as fait quand même, tu les as bien joués. En plus avec un héros oui. qui te tenait beaucoup à cœur. Donc ça, c'est le principal. Oui. Ça fait un peu le lien avec la vidéo, encore une fois, la dernière vidéo qu'on avait sur comment bien choisir son héros. Mmh. Et du coup, voilà, on va passer vite fait sur ma semaine, parce que moi, bah, j'ai rien fait cette semaine sur Flesh and Blood. Vu que de toute Bah, tu fait une façon, armoire, quoi. bah, en fait, j'ai fait une armorie, mais vu qu'on a Ah oui. enregistré, ça, voilà. Donc au final, j'aurais fait Mmh. rien de vraiment de plus. Donc Super. là, on va plutôt parler sur toi. Comment se sont passés tes RTN? Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Alors des RTN, ça fait vraiment longtemps, je crois que je suis pas passé. Donc j'en ai fait 3 au total, j'en ferai pas plus parce que la flemme. J'ai fait celui de Play-in, j'ai fait celui d'Uchronie et j'ai fait celui de Ludiworld. Mm. Donc Play-in et Uchronie, c'était le même week-end, c'était il y a 2 3 semaines, je crois. Et Ludiworld, c'était, il y a 2 semaines, Oui, c'est ça. quand on enregistre. Pour les 2 RTN en construit que j'ai fait, donc Play-in et Ludiworld, j'y étais avec Dorine Thea. Alors des versions différentes parce que je suis incapable de me tenir à un deck, qui est le même, mais c'était au moins le même héros. Enfin, plus ou moins. Parce que à Play-in, du coup, premier RTN, c'était du construit. J'ai joué Dorine Thea, Decimator avec la grande hache. Heu et ce qui était très amusant, c'est que, l'idée m'est venue dans la semaine. Je me suis dit: «Allez, vas-y, je joue ça». J'ai monté ma liste, je la fais valider par Croissant. Croissant, il est en mode: «Vas-y, fonce, ta liste est bien». La veille au soir, je change de carte, j'oublie de lire les cartes. En fait, les cartes, elles font pas du tout ce que j'imaginais et c'est nul à chier. C'était super. Mais ce qui est bien avec Decimator, c'est que tu ne payes pas vraiment le fait d'avoir des cartes nulles parce que le plus important, c'est qu'elles bloquent 3. Ouais. Donc en fait, Tant qu'elle ça a rien. bloque. Tant qu'elle bloque et qu'elle pitch. Ouais, c'est ça. J'ai réussi à faire, top 8 avec, ce deck du coup, après une journée avec des rondes, plus ou moins variées. Bah, de toute façon la réalité de Dorinthea, Decimator, c'est que c'est d'abord à l'adversaire de faire des efforts. Pour celui qui joue la hache, tu as le moins d'efforts à fournir en réalité, puisque, bah, toi tu connais ton plan de jeu et c'est à ton adversaire de développer le sien. Du coup, bah, ça a mis en difficulté des joueurs qui avaient peut-être un peu de mal avec cet exercice-là et puis, bah, j'ai eu un petit peu de chance aussi. Je savais contre quoi je perdrais et la réalité, c'est que j'ai perdu contre ces match-up-là. J'ai évité mes match-up perdants, genre par exemple les ninjas, je savais que ce serait très compliqué. Les illusionnistes, j'ai affronté Prism mais ça a été donc Pour le coup, voilà. contrairement Mais à ce qu'on a l'habitude dans la méta parisienne, dans ces RTN là, vraiment, genre typiquement à Play-in, j'étais le seul faille. J'étais ah le seul ouais, joueur mais faille. en fait, c'était ce qui est un peu amusant avec le plugin, enfin les PQ, enfin ou les PQ, ouais, les RTN qui ont lieu en CC. C'est qu'il ressemblait à rien en termes de méta. D'ailleurs, on va en parler. Mm. Parce que, en fait, à Uchronie, il y a beaucoup de ninjas. Genre, à une armory, il y en a au moins 2, voire 3. Du coup, c'est difficile de jouer les decks qui se font battre par les ninjas, parce qu'on est à peu près sûr d'en croiser un. Pareil avec les rangers, il y a beaucoup d'Azalea à Uchronie. Et du coup, bah, il faut s'adapter un petit peu. Mais là, au RTN, du coup, à Play-in, le deck le plus représenté, c'était Azalea, donc pas de surprise, on savait que ce serait représenté, parce que c'est un deck apprécié. Et le deuxième, c'était Max. C'était Max. Bon, Oui, les c'est hautes bien tables Max auquel vous pensez, donc Max Nitro, hein. les hautes tables n'étaient pas beaucoup remplies de max, mais il y avait d'autres trucs. Il y avait les 2 Dorinthea de la salle étaient dans les hautes tables et cetera, et cetera. Mais du coup, voilà, j'arrive à faire top 8.
ma seule défaite de la journée, c'est contre, Victor. Je savais que ce serait compliqué, surtout qu'en plus j'avais une version de mon deck qui était vraiment genre faite pour battre des illusionnistes et plus précisément Dromai. Mais sauf qu'il y en avait pas en fait dans la salle, donc enfin il y en avait un, Mm. mais bah, il a pas réussi à passer, dans les hautes tables. Du coup, bah, j'ai perdu parce que mon deck manquait de patates. Ce qui est très amusant, c'est que j'ai affronté le même joueur en dernière ronde de construit et en quart de finale du coup. En dernière ronde de construit, je l'ai fatigué parce qu'il jouait Boltin et qu'il a joué Raiden et qu'il a essayé de Magro, etc., etc. Mais en fait, il a fait pas du tout assez de points. Et en quart de finale, il s'est posé un petit peu, il a réfléchi, il a joué combo et il m'a oblitéré parce que en fait, c'est exactement la faiblesse du deck de Decimator. Mm. Comme de tous les decks contrôle, en réalité, c'est si vous faites trop de points d'un coup, bah, c'est compliqué, voire même impossible de rattraper le retard. Donc voilà. Mais j'étais pas mécontent, un petit peu toujours déçu sur les RTN de pas réussir à faire top 4 parce que c'est là qu'il y a un peu la place confortable où on se dit bah c'est chill quoi, genre c'est bon, je suis qualifié et c'est l'objectif et c'est très bien. Mais du coup je me dis bah le lendemain on va réessayer. Donc, le lendemain, on va à Uchronie, on se lève tôt le matin en plus parce que c'était tôt le matin. Et puis on part sur RTN de draft. C'était arbitré par Croissant qui s'est démené pour que on enregistre les poules et qu'on se casse la tête à écrire et à enregistrer. Ouais, moi, j'étais en mode, enfin, RTN dans une boutique comme Micro, la flemme d'écrire mon pool. Mais on l'a fait quand même. Mm. Et j'ai fait un bon première draft, je fais 1-2 avec un deck Kaio que j'aime pas du tout parce qu'en fait, j'aimais pas Kaio. Et j'étais très content. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'étais très content pendant le draft. Je suis en mode oh là là, j'ai plein de Wild Ride et de Bearfangs et c'est super, je vais taper fort. Et après, je vais discuter avec des potes qui vont beaucoup plus drafter. Et je leur dis ouais, j'ai un deck Kaio énervé avec plein de Wild Ride et de Bearfang. Et il me dit mais t'en as trop, frérot, Ça parce que, bloque parce pas? que, parce que moi j'en accepte deux, mais là t'en as sept en fait, tu vas juste mourir. Et du coup, bah. Je suis mort. Bah ouais, ça bloque pas. Exactement ce qu'on imaginait. Les cartes n'ont pas bloqué. Du coup, j'ai dû prendre des dégâts à un moment où je voulais pas prendre de dégâts et je suis mort. J'ai quand même fait des tours exceptionnels en termes de points, mais ça n'a pas suffi. Ma seule victoire de ce premier draft, c'est le bail, pendant lequel j'ai été mangé, donc j'étais content. Et du coup, bah, deuxième draft, on lance. Bon là, j'ai un deck Warrior, beaucoup mieux, parce que on n'était pas beaucoup sur Warrior, je suis beaucoup plus confiant, mon deck est sympa, machin et tout. Je me fais battre par, je sais même plus quoi, Victor, je crois, un truc comme ça. Puis là, bon là, j'ai écouté mon cœur, j'ai fait: «Allez, ça suffit Hugo, on rentre à la maison». Du coup, j'ai drop et je suis rentré à la maison. Ce qui est formidable, c'est que à l'issue de ces tournois où j'ai fait un total de genre, je fais genre 5 victoires, 4 défaites en gros. J'ai perdu plus d'élo que j'en ai gagné parce que, bah, j'en ai pas gagné beaucoup, mais on m'en a siphonné des masses parce que en fait, j'étais assez bien classé en termes d'élo. Et surtout que j'ai perdu contre des gens qui en avaient, moins que moi, du coup, bah, c'est normal qu'ils m'en siphonnent. Du coup, j'étais un peu en mode: c'est chiant». Pendant la semaine, je joue Dorinthea, je rejoue Dorinthea, mais cette fois-ci une version plus, classique, avec une épée, avec, des marqueurs et on snowball et c'est marrant et tout. Et du coup, bah, je me sens, pas trop mal pour, le RTN à Lucky World. On m'avait dit, et je le savais, qu'il y aurait beaucoup de warriors et beaucoup de gardiens à ce RTN. Mm. Donc je m'étais préparé en conséquence et j'avais justement sideboardé et ajouté des cartes qui étaient, adéquates pour ces match-up. Ça n'a pas manqué, j'ai affronté, 2 gardiens et au total 4 decks, contrôle en fait, enfin qui avaient vocation à bloquer beaucoup plus qu'ils attaquaient et du coup ça m'a beaucoup servi. Mais ça m'a pas empêché de faire un formidable 0-3 into 2-3 où, bah, je perds ma première game contre Bravo parce que je manque d'entraînement et puis je perds la deuxième contre Caillot parce que, bah, je peux pas respirer. Et puis, je perds la troisième contre Max. Ah. Ça me fait un coup au moral, hein. Perdre contre Max, bravo à mon adversaire évidemment, hein, qui a réussi à aligner, son Nitro Mécanoïde et ses High Octane au bon moment, au bon endroit et ça arrive, tu vois? Mais j'étais en mode: «Wesh, casse la tête un peu la journée» et puis, bon, heureusement que l'après-midi, je rattrape un peu le coup, avec, 2 victoires contre des decks, contrôle/fatigue, notamment un Riptide, parce qu'il y avait un Riptide à ce tournoi et ce qui est très amusant, c'est que Riptide fait partie de ces decks quand on joue Dorinthea où, hem,
bah, il y a pas de Plantside, parce qu'en fait, on n'est pas censé les affronter, parce que personne joue Riptide. Mais si on a la mauvaise idée de croiser quelqu'un qui joue Riptide, bah, c'est la sauce, en fait. Parce que, bah, les Riptide, ça joue plein de défense-réaction, et Dorinthea, ça déteste les défenses-réaction. Donc c'était un peu infernal. Bon, j'ai quand même réussi à passer à base de, gros tours avec une épée qui tape super fort, machin et tout. Enfin bon, voilà. Et la journée se termine. Évidemment, j'ai encore perdu de l'elo, sur ce tournoi, c'était prévisible avec un score négatif comme ça. Et voilà. Conclusion, j'ai commencé la saison de RTN 52e au classement à l'elo, je finis 65e. Ah oui, ok. Voilà. Bon, ça devrait le faire quand même. En théorie, ça Oui, devrait être quand même oui, bon. ça devrait le faire. Mais ça fait toujours un peu mal au Mm. cœur de perdre de l'elo comme ça. Après, bon, moi j'avoue, j'accorde pas beaucoup d'importance à l'elo, mais c'est plus l'angoisse de pas avoir de place au national, Mm. qui m'ennuie, plus que vraiment genre l'elo, puisqu'en réalité l'elo, c'est un peu un kiki-metteur. En vrai, on a pas besoin de ça pour apprécier le jeu, mais moi j'aurais pas besoin de ça pour apprécier le jeu. Du coup, Mm. c'est plus genre, va pas falloir que je fasse n'importe quoi parce que si j'arrive pas à remonter mon elo et que les prochains championnats de France sont aussi à l'elo, bon, Mm. ça commence à être un peu technique. Mm. Ça va, je suis pas très Et loin puis de toi sinon, normalement, en ah ouais? théorie. Ouais, je crois que je suis là parce que j'ai perdu 4 places avec mes RTN. Donc je crois que là, je suis actuellement 59e, je crois. Mmh mh. Un truc comme ça. Après ça va, je pense, parce que il y a 128 joueurs aux nationaux, donc c'est théoriquement le top 128 parce qu'en réalité les joueurs qui font top 4 ils sont bien placés et bon, je pense que ça devrait aller. Je En sais pas s'il théorie, y ouais. a des gens qui ont réussi à faire plusieurs top 4. J'ai pas vraiment suivi. Mais j'ai pas vraiment de doute sur le fait que j'arrive à être qualifié en vrai. Ça devrait aller, mais Bon, on en connaît au moins un à Paris. L'autre fou furieux sur Katsu, là, qui du coup a mais fait un top 4. Il a fait un top 4 et il a gagné Vire. ouais, bah, ouais, il s'est buté quoi. Voilà, typiquement, hein. Ah bah Katsu, Après je crois que ça fait un peu plus à l'élo dans ces cas-là, donc c'est pas plus mal, hein. c'est ça. Mais bon, en même temps, quand on fait des Mais tours avec voilà. 4 bonds, c'est facile de gagner, hein. Voilà, il se reconnaîtra. Bravo à Oh, ça toi. tire. Faire des tours à 4 Après bonds avec Katsu. c'est Katsu frérot, genre, Ouais, mais 4 enfin, bonds quand même. Genre, moi, je vois ça en face, je serre la main et je vais manger une glace, hein, comme je dis, hein. Je fais pareil qu'avec mmh mh. Kano, hein. Mmh mh. Donc bon. Mais cela n'arrive pas quand tu sais sideboarder. Sideboard. Alors ouais, je suis pas sûr que le sideboard change beaucoup contre 4 bonds, Non, pas mais trop. ouais, ouais, oui. Du coup, le sideboard. Alors moi, je te propose, avant qu'on parle de sideboard, qu'on parle un petit peu de la méta de Mm. CRTN. Oui. Parce que je pense qu'il y a 2 choses qui vont être intéressantes. La première, ça va être notre ressenti. Comme on en a parlé, on a perçu une méta sur Paris qui, c'est pas qu'elle ressemblait à rien, mais c'est, hem, complètement imprévisible. Impossible de savoir ce qui va se passer, impossible de savoir qu'est-ce qu'on va affronter, en quelle proportion, comment on peut y réagir et du coup, bah, comment tu as fait toi pour, les RTN en construit entre autres? Alors pour le coup, moi j'ai fait que des RTN construits. Donc j'ai pas eu à me poser Ouais. de questions sur le draft. Mais pour les RTN construits, moi ma réflexion, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est le premier RTN, je le fais avec le deck de confort que j'ai, donc avec Faille. Et le deuxième, si je vois que Faille ça me réussit pas trop, j'irai avec Kaio. Un deck dont je traînais déjà pas mal de temps avant, parce que le deck m'intéresse beaucoup et le deck est quand même plutôt balèze, hein. Ça fait des bons gros chiffres. Ça fait des maths, ça fait des chiffres comme on dit. Et quand j'arrive du coup, alors là ça va être intéressant parce que du coup ça va faire le lien avec le sideboard. C'est qu'avec Faille maintenant, j'ai plus, que vous voyez souvent des joueurs arriver en tournoi avec des feuilles de sideboard, des feuilles de side, où vous avez les cartes à enlever, les cartes à mettre, etc. Et moi je me dis avec Faille, bon, j'ai l'habitude de la méta parisienne, je vais prendre mon deck, je connais mes sides, je sais quoi enlever, je sais quoi mettre, je le connais de tête, il n'y a pas de problème. Et puis j'arrive à play-in, et je vois que le deck le plus représenté c'est Azalea, derrière c'est Max, après je crois qu'il y avait 3 Dory, il y avait du Victor, il y avait que des decks qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en méta Mmh. parisienne. Et Clairement. autant typiquement j'ai affronté un Max à un moment, et quand j'ai sorti mes cartes pour sideboard, j'étais en mode Qu'est-ce que mais je qu'est-ce fais? que je joue contre Max? Est-ce que je mets les CNC ou pas? Ça a un intérêt? Genre plein de trucs, j'étais en mode mais c'est parce que j'ai pas l'habitude. Donc la méta m'a énormément surpris, j'avoue.
Clairement, on m'aurait dit Azalea, c'est le deck le plus représenté. Je serais jamais venu avec faille parce que moi, une Azalea jouée correctement m'oblitère. Parce qu'en gros, elle me regarde, elle me fait bah tu joues pas, puis tu joues pas, puis tu joues pas. Et moi, je suis en mode bah 3, 3, 3. Super, de temps en temps, je fais un Quel moment CNC, un Enlightened Strike, et puis à un moment, bah, je suis à 4 et il fait 13 Dominate. Et je fais bah GG Ouais, à toi, j'ai poteau. joué le pays. Voilà, GG. Du coup, vraiment, c'était très très bizarre la méta qu'on a eue sur ces RTN là. Du coup, j'ai été un peu plus rassuré sur la méta qu'on a eue donc à Ludi World, Mhm. où cette fois avec Kaio, c'est assez différent. Donc la méta était assez semblable en soi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal d'Azalea. Ah, Il y avait un seul max, mais déjà on était moins, je crois. On était moins de joueurs. oui. On a fait une ronde de moins, je C'est ça, une crois. ronde de moins. Donc, mais On était moins aussi. au niveau des ratios, c'était un peu le même délire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de faille, il y avait deux Katsu, pareil qu'à Play-in, il y avait du Bravo, il y avait du Victor, il y avait de la Azalea, je crois qu'il y avait 3 ou 4 Azalea à Lady World, il y avait de la Dory, donc en soi, pour le coup, la méta des RTN était à peu près la même selon les boutiques, je pense. Mhm. Mais elle restait quand même très surprenante et très inhabituelle de ce qu'on avait l'habitude de voir, en tout cas en armory. Mais ça veut pas dire qu'elle n'était pas intéressante. Très très clairement. Le meilleur exemple pour le coup, moi, qui m'a beaucoup surpris, je sais pas ce que t'en penses de ça, mais à Paris, on avait l'habitude de voir des Dromailles. Bah ouais, mais Il y en en avait soi, littéralement zéro. alors en vrai, des Dromailles, il y en avait pas tant que ça à Paris. Enfin, il y en avait C'est une. c'est un peu comme les canaux en fait. C'est des Dromailles, tu vois. Juste quand tu les vois dans le tournoi, tu te chies dessus, tu vois. Mais en vrai, il n'y en avait pas tant que ça. Parce qu'il y avait moi qui jouais Dromaille, Mhm. il y avait un autre joueur qui passait sur la chaîne, Whis, mais ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Je pense qu'il doit y avoir de bonnes raisons qui viennent pas jouer. Il y a un autre joueur qui est passé sur Prism, un autre joueur qui est passé sur Prism, et un dernier, pareil, je sais pas s'il a fait des tournois, donc ça ne m'étonne pas qu'on l'ait pas vu. Mm. Du coup, en fait, quand tu regardes, des Droma, il y en a plus tant que ça, en fait. Parce que soit elle passe sur Prism, parce que bah, c'est un peu l'illusionniste euh, qui a le vent en poupe, tu vois, donc bah vas-y, on joue l'illusionniste qui est stylé. Soit juste parce que toutes les Dromailles se chient dessus, comme moi d'ailleurs, sur le fait que tu croises la première brute qui vient et c'est l'apocalypse, parce que c'est trop chiant, et il y a Ouais. des poppers de partout, et ça t'agresse, et voilà. Voilà. Donc je pense que c'est pour ces raisons-là que les Dromailles parisiennes se font absentes. Et ben moi, ça m'a bien mis dans la sauce cette méta. Parce que quand tu es un joueur aggro et que le deck le plus représenté c'est Azalea, Hum, 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 hum. C'est la sauce. c'est ouais, c'est pour le coup c'est vraiment la sauce. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu avec, mais la méta restait quand même intéressante. C'était une méta très contrôle quand même si apparemment Azalea aujourd'hui est considéré un peu comme un deck aggro parce que bah tu dois garder des cartes en main et ça fait des gros chiffres et c'est dominate. Ah, si on rejoint la façon qu'on avait eu de classifier les decks en fonction du moment où ils choisissaient de tirer de la value de leurs cartes, alors Azalea est un deck aggro. Hmm. Parce que si la carte vaut plus de points lorsqu'elle est jouée et que tu valorises le fait qu'elle soit jouée avant d'être utilisée pour bloquer ou pitcher, c'est que sa value réside dans le fait qu'elle attaque. Hmm. Alors que tu auras d'autres decks où la valeur des cartes réside dans le fait qu'elles bloquent Hmm. et qui en font des decks contrôle. Mais comme Azalea, c'est un deck très proactif parce qu'en fait, tu veux prendre des dégâts pour menacer des on-hits, faire des effets et tout. Ouais, moi, c'est un deck aggro. Moi, je l'ai toujours plus ou moins considéré comme un deck aggro. Encore plus aggro que Dorinthea, par exemple. Oui, Parce que Dorinthea, en réalité, c'est plus un deck mid-range que vraiment un deck aggro, parce que toutes tes cartes valent 3, donc en fait, c'est plutôt à quel moment tu choisis de les value ou pas. Voilà. ok. Mais voilà, cette méta était très différente. En plus, elle était très différente de celle dont on avait l'habitude. Elle était extrêmement différente aussi. Je mettrai les liens, je pense, dans la description de la vidéo. Et sur Spotify aussi, j'essaierai de mettre les liens. Des méta reports dont tu as parlé, les méta Oui. reports de LSS. Parce que pour le coup, c'est vraiment, genre, on en a parlé un petit peu avant l'épisode. Et c'est vrai que Ouais. c'est bizarre. Mais
Je vais les détailler pour que les gens se rendent compte des bizarreries qu'il y a. Sur la première semaine de RTN, les héros en construit qui ont le plus gagné, c'est, dans l'ordre, Kano, la Dash première et Kaio. Donc là, tout le monde se dit: «OMG, c'est une méta à Kano, il faut mettre de l'arcane barrière, au secours, on voit Dash qui se balade», logique, on savait que Dash c'était un bon deck, il y avait pas de raison qu'il descende et on voit Kaio qu'on sait, très pertinent, qui se balade à côté. Mmh. On est en mode: «Bon, c'est une méta comme une autre». Pas très étonnant, c'est OK. Deuxième semaine, le deck le plus gagnant, c'est Victor, suivi de Kaio, suivi de Boltyn. Alors là, bizarre. Un Bizarre dénominateur ambiance. un dénominateur commun quand même, Kaio se balade toujours là. Je vous détaille pas les autres héros un petit peu plus loin, mais ceux d'après, en gros, c'est Bravo et Dromaille et genre, les brutes, enfin, il y a d'autres héros qui se baladent, mais les 3 premiers, ils sont différent des autres. Et puis, c'est pas comme si, genre, c'était à peu près le même deck et genre, il y avait juste un petit changement, genre, c'est un autre deck aggro. Non, Victor et Boltyn, c'est quand même des decks très différents de Kano et Dash. On se dit: «Bon, la deuxième semaine, elle est bizarre». Alors c'est peut-être les endroits, enfin, il y a plein de raisons de toute façon qui justifient qu'une méta ressemble à quelque chose ou ressemble à une autre. Mais on se dit: «Ah, c'est différent, déjà, c'est pas pareil». Et puis là, il y a pas très longtemps, je crois que c'est aujourd'hui dans la journée, Mmh. est tombé l'article qui détaille les victoires de ce week-end. Et alors là, le deck le plus gagnant ce week-end, c'était Dromaille, suivi de Kaio, suivi d'Azalea et Victor et Boltyn qui sont, dans l'espace, tout au fond. Et là, bah, enfin, que penser de cette méta du coup? C'est très Cette méta bizarre. qui n'a aucun sens, Mmh. soyons honnêtes, parce que en fait, c'est marrant parce que quand un joueur de TCG dit qu'une méta n'a aucun sens, on y entend souvent comme un espèce de sous-entendu un petit peu péjoratif. Comme si il faudrait qu'une méta ait un sens pour qu'on puisse l'apprécier dans un TCG. Mais en réalité, ce que veut dire une méta qui a du sens, une méta prévisible, c'est que c'est beaucoup plus confortable de réagir à une méta prévisible. Beaucoup plus confortable de savoir qu'est-ce qu'on va affronter et du coup d'avoir confiance en ses choix, dans les décisions qu'on a prises pendant toute la préparation qu'on fait avant un tournoi. Et c'est des considérations que tout le monde n'a pas, parce que tout le monde ne peut pas se permettre de changer de deck du jour au lendemain, en termes de temps de jeu, parce qu'il faut apprendre un nouveau deck, mais aussi en termes de cartes, tout simplement, parce que c'est un investissement de changer de deck. Mais pour ceux qui en ont la possibilité et qui choisissent de s'investir assez, bah, genre comme moi, comme toi, comme Croissant et comme d'autres joueurs, hem, bah, c'est bizarre. Mmh. C'est ultra perturbant parce que en fait, ça fait que la responsabilité des décisions que tu prends, elle est pas liée à une méta. C'est-à-dire que tu vas pas mettre des cartes dans ton deck en mode: «Ah bah oui, beh, c'est le deck le plus représenté, donc je mets ces cartes-là» et tu pas besoin de réfléchir parce qu'en fait, tu sais que c'est une bonne décision parce que c'est le deck le plus fort, parce que tu sais que tu vas l'affronter, donc tu mets des cartes en conséquence. Mmh. Là, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut se dire: «Ah ouais, je sais que peut-être en ce moment, il y aura peut-être un peu plus de warriors», parce que c'est un endroit où tu as des warriors. Il faut se dire: «Bon, mon deck est peut-être pas le plus adéquat contre certains decks, mais je vais mettre des cartes pour interagir avec ce match-up parce que je sais qu'il y aura un bon joueur qui sera là». Et puis, on peut aussi voir le truc différemment. Si on joue un deck, qu'on est à l'aise avec et qu'on ne sait pas ce qu'on va affronter, bah, peut-être qu'il vaut mieux mettre un petit peu pour tout le monde et essayer de trouver justement ces cartes qui, sont un peu à cheval entre 2 plans de side. Mmh. Par exemple, Balance of Justice, a démontré qu'elle était très intéressante pour cette raison. Parce que Balance of Justice, c'est le dernier casque qui est sorti avec Heavy Hitters. C'est à la fois une bonne carte pour bloquer dans les match-ups où on veut bloquer, et en réalité, beaucoup de decks seront très heureux d'avoir un casque qui bloque aussi bien que Crown of Providence, et qui parfois a un upside contre des match-ups qui peuvent être compliqués, comme les ninjas, comme les Dromai, comme les brutes, les cailloux, qui sont très représentés quand même. Et du coup, bah, c'est un slot d'équipement qui peut être très intéressant parce qu'il nous permet d'économiser une place justement. Parce qu'on se dit: «OK, la Crown of Providence était peut-être intéressante, mais peut-être que Balance of Justice, que j'aurais mis en plus de la Crown of Providence, va la remplacer pour m'économiser une place». Mmh. Place que je vais accorder à de l'arcane barrière parce que je m'attends à croiser un canot, des machins comme ça. Et puis on peut aussi prendre le truc dans l'autre sens. J'ai vu des joueurs de Bravo, par exemple, qui étaient en mode, au départ, ils avaient de l'arcane barrière et puis ils ont fait: «Bah, en fait, si je croise canot, tant pis, en fait».
et on abandonne le fait que, je puisse y répondre. Mmh. Et par exemple, mon deck Dorinthea que j'ai joué, au dernier RTN, c'était ça. Je suis en mode: «Bah, en fait, je croise Cano, c'est perdu». Je vais même pas essayer de jouer, parce que tu déjà perdu avec Decimator, mais j'ai même pas essayé de mettre de l'arcane barrière, des respite. Non, non, c'est perdu, en fait. Et je me dis: «Beh, j'en croiserai pas». Et puis si j'en croise, bah, tant pis, c'est une défaite. Et du coup, ce qui est intéressant avec cette méta, c'est qu'elle met en lumière l'importance de savoir pour quelle raison on a mis quelle carte dans son sideboard. Et ça met encore plus en lumière, du coup, toutes les logiques qu'il y a derrière le sideboard et surtout à Flesh and Blood, je trouve. Parce que, contrairement aux autres jeux où ton sideboard peut être une réaction au plan de jeu de ton adversaire, là, tu dois travailler toujours en amont. C'est toujours un travail de préparation que tu fais avant la partie, autant devant ton bureau et tes cartes que au moment où tu es face à ton adversaire. Et c'est pas du tout le fait de répondre à ce que fait l'autre. Et bien sûr que tu y réponds, parce que tu peux toujours t'adapter un petit peu. Mais du coup, le fait que ce soit toujours de la préparation fait que les joueurs sont toujours mis à contribution avant que la partie commence. Et du coup, ça, c'est très cool, parce que ça donne du sens à tous ces moments qu'il y a entre les parties, où on discute Mmh. de pourquoi est-ce qu'on a fait tel choix, pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas un autre, etc., où on confronte les avis. Et c'est là qu'est le plus intéressant, parce qu'on discute avec la commu, c'est cool, machin et tout. Et mais du coup, ça rend aussi les choix plus durs. Genre moi, je le vois par exemple à Hearthstone, mon plan de jeu, en termes de plan de side, il y a pas vraiment de plan de side parce que c'est du BO1, mais on peut quand même jouer des tech cards et tout. Mon plan de side, c'est tout dans la tête de mon adversaire, en fait. Je ne vais pas sider et puis si à un moment je tombe sur mes mauvais match-up, bah, tant pis. Et Mmh. j'ai un peu tendance à faire la même chose sur Flesh and Blood. Les match-up qui sont genre abyssaux, où je sais que je gagnerai pas même en sidant 20 cartes, bon, pas la peine de se battre. Et C'est ça. du coup, c'est ce que nous pousse à nous dire cette méta qui est extrêmement ouverte, où, bah, comme tu as dit, la méta des RTN ressemblait pas du tout à la méta parisienne, qui ressemble pas du tout au rapport qu'il y a à la fin de chaque semaine et on se dit: «Mais dans quoi on est tombé?» Mmh. et et en fait, il faut dire bravo, tu vois? Ou qu'on se serre la main, tu vois? Ah oui, Parce non, très qu'en vrai, clairement, hein. quel autre TCG peut se targuer d'avoir une méta aussi Mmh. ouverte? C'est ce que Et j'allais dire. Avant, genre, avant qu'on dise quoi que ce soit, genre, ne prenez pas ce que PewDiePie dit ou ce que moi je vais dire comme une critique, en fait. C'est-à-dire que moi, oh, honnêtement, quand ce on que j'ai voit les dit, reports, pas péjoratif. oui, c'est ça, c'est pas péjoratif, c'est dans le sens où, genre, la méta est vraiment là. LSS, ils nous disent, regardez, vos RTN, vous pouviez vraiment les gagner avec n'importe N'importe qui. Avec enfin n'importe n'importe quoi. quoi, non, il y a quand même quelques decks qui ont Oui, du mal, mais une mais. diversité de héros qui est Hmm, genre jamais vue c'est ça. et jamais vue même dans d'autres jeux, en fait. Hmm, Et ce que je trouve super en plus avec cette méta, c'est que ça n'est pas comme si c'était une méta ouverte dans le sens où plein de decks sont au même niveau et bah, c'est un peu les affinités qui décident ce que tu préfères jouer ou pas, que tu as des decks très, très bons, mais qu'ils ont de bons compétiteurs en hmm. face et que, bah, même si tu sais que tel deck serait probablement le meilleur deck, bah, si tu aimes en jouer un autre, tu seras pas vraiment lésé. Là, ce qui est bien, c'est que personne, enfin, ou alors j'en ai pas entendu, n'aboutit à un consensus sur ce que serait le meilleur deck de la méta. Non, non, absolument pas. Toutes Les les gens tier vous lists qui ont diront été faites, et du coup, avec ces rapports, ils ont été explosés, du coup. Parce que c'était. Toutes les personnes qui ont dit, ouais, Levia, tier S, bah bah, d'accord. ouais, Mais mais bah non, en il y a fait, personne qui gagne avec. Enfin, il y a des voilà. gens qui arrivent à gagner, parce que Oui. quand même Lévia a gagné quelques RTN, Mais pas mais genre. pas non plus. C'est pas tier Hmm, S, enfin, c'est pas ce qu'on entend dans tier S d'ordinaire. Et du coup, ça permet de reconsidérer ce qui est un bon deck à Flesh and Blood. c'est ça. En réalité, la réalité, c'est que, bah, et ça, je trouve que c'est très réussi, et espérons que ça perdure dans le temps. Ce qui est bien, c'est qu'en réalité, si à l'issue de la sortie d'une édition, comme c'est le cas, avec, quand même il y a quand même pas mal de temps maintenant depuis que l'édition est Hmm, sortie où, bah, les gens ont pu tester, voir ce qui était bien et tout et tout. Si si on a une méta comme ça jusqu'à la prochaine édition, bah, c'est la vie de rêve, en fait. des Espérons Olympiens qu'à la ont prochaine gagné. édition, on recommence, tu vois? Hmm, Et en fait, ce que je trouve super, c'est que c'est une méta qui, du coup, met en avant, les joueurs avant de mettre en avant leur deck.
Moi, je sais que, par exemple, j'ai tendance à souvent apprécier le fait de me faire, un peu carry par mon deck. Quand mon deck est très fort, j'aime bien parce que, c'est agréable, c'est confortable. Il y a des gens qui bossent sur ta liste, il y a des gens qui bossent sur ton héros. Tu peux le prendre, tu sais que tu vas devoir faire des efforts parce qu'il y a toujours un écart entre, prendre en main pour la première fois un bon deck et maîtriser un bon deck. Mais tu sais que tu pars avec une avance quand même, parce que ton deck est censé être très bien, il est censé faire des trucs très forts et tout et tout. Et là, c'est plutôt une méta où, bah, en fait, la question c'est pas genre: «Est-ce que tu as pris un bon deck?» C'est plutôt: «Est-ce que tu es un bon joueur?» Est-ce que C'est tu as plutôt: bien «Est-ce que taffé tu es à ton l'aise deck? avec le deck?» Hmm. Est-ce que tu as compris pourquoi certaines cartes sont là? Est-ce que tu as compris comment est-ce qu'il faut que tu joues par rapport à tel autre héros et cetera et cetera? Du coup, c'est une méta qui récompense les gens qui, bah, jouent le même deck depuis très longtemps. Et c'est pour ça, par exemple, qu'à Paris, on a des joueurs qui se sont posés des questions. Moi, le premier, genre des joueurs, de gardiens depuis très longtemps et qui étaient en mode: «Non, mais il faut que je change, je vais jouer autre chose, machin et tout», et j'aurais dit: «Mais non, mais arrête, en fait, joue juste le deck avec lequel tu te sens bien, tu es à l'aise, mémoire musculaire et tout, et ça va bien se passer, en fait». Hmm. Parce que la réalité, c'est que c'est une méta où il faut juste jouer les decks qu'on aime, il faut jouer les decks sur lesquels on se sent bien, et en fait, Hmm. ça fait le reste. Ouais, Alors, bien sûr, il y a des decks qui seront un peu derrière par rapport à d'autres. Mais je pense quand même que, la maîtrise de son deck et du coup de son sideboard et des choix qu'on a hmm. fait, a plus de valeur en ce moment que, la qualité de son deck, si on peut dire ça comme ça. Hmm. Et ce qui me fait dire qu'en ce moment Dorinthea, c'est pas dégueulasse. Ah Parce qu'en non, fait, c'est non, ni mauvais contre, c'est ni genre abyssal contre plein de trucs, ni exceptionnel contre d'autres trucs. C'est juste un deck OK. Genre ça a 50 partout et il faut juste genre savoir jouer au jeu et puis des fois tu gagnes, des fois tu perds et c'est comme ça. hmm. Et L'exemple l'exemple qu'on peut donner par exemple, c'est la finale de League World. La finale de League World ouais. qui s'est vu affronter Poisoned et Mmh. Ika, qui sont deux joueurs. Oui. Moi personnellement, Poisoned, je l'ai toujours vu jouer Bravo. Je n'ai Mais jamais rien vu jouer d'autre. alors moi je l'ai connu jouer Katsu, Ouais, oui, mais c'est ça, mais ah! c'était C'est il y a très l'époque. très longtemps. Et Ika, qui pour le coup était venu au début de la chaîne pour faire un focus Oui. sur Bravo. Et qui Donc, continue à jouer et qui Bravo. continue à Et jouer c'est lui Bravo. c'est lui qui était en mode: «Ah, faut que je change, Ouais, faut que je joue autre chose». Il voulait jouer Kano, je sais pas quoi, je lui ai dit: «Mais ouais, frérot, c'est moi qui arrête, lui ai dit, vas-y, joue Kano, tu vas voir, c'est joue fort. Bravo. Non mais joue Bravo», et puis voilà, Mm. et puis ça s'est bien passé, en fait. Et au final, ça s'est très bien passé vu qu'ils ont fait la finale et c'était incroyable. Mais ouais, cette méta est vraiment folle. Moi, personnellement, je suis très très fan de ce délire de méta ouverte, de decks différents, de gameplay différents. On en reparlera sûrement là quand on parlera de sideboard, du fait de quand t'arrives à un tournoi, genre c'est pas genre par exemple là je regardais par exemple des trucs sur Pokémon et je vois que par exemple sur Pokémon TCG il y a deux decks qui sont ultra dominants, genre de fou. Et du coup, en fait, quand t'arrives, t'as genre une chance sur trois de tomber contre ce deck. Je te parle d'un gros tournoi, genre un calling ou un truc, t'as Mmh. une chance sur trois de tomber sur ce deck, une chance sur trois de tomber sur l'autre deck, et une chance sur trois de tomber sur un mec qui s'est perdu. Là, à Flesh and Blood, tu peux arriver à un calling, et tu peux affronter, genre, t'as 9 rounds, tu peux affronter 9 decks différents. Mmh Littéralement mh. 9 decks différents, quoi. C'est vraiment quelque chose de possible. Et ce qui me rend encore plus fou et qui me fait extrêmement plaisir, c'est que là récemment il y a eu la soirée de lancement de Flesh and Blood en Corée du Sud. Ah ouais? Ouais, il y a eu la Ah, soirée de c'est lancement toujours de Flesh and commencé Blood en en Corée du ce moment? Sud. Ouais, ça y est, ils sont implantés et tout. Genre il y a eu des photos où tu les vois, genre tous les tutoriels écrits en coréen et tout, avec les gens qui arrivent, font OK avec les decks et tout, genre qui sont à fond. Et du coup la prochaine extension, qui du coup sera la prochaine extension en japonaise. Donc elle arrivera Oui, en la japonaise. 1re. De quoi? Oui, ce sera la première du coup, C'est ça, ouais, en la japonais. première extension traduite en japonaise. Et tous les TCG confondus, vraiment, c'est les Asiatiques ont cette grande spécialité de réussir à dénicher des trucs de Et fou. en même temps et en même temps, moi c'est un truc que j'ai remarqué sur Hearthstone, ça le fait beaucoup. Ça le Mm. fait pas mal sur les jeux, Ça le fait globaux, sur si on peut dire ça ouais. comme ça. Par exemple, sur Magic, il y a de ça aussi un peu, où en fait,
d'un serveur à l'autre, et par exemple sur Hearthstone, c'est encore Mmh. plus flagrant, c'est le serveur Asie et le serveur Europe, c'est absolument pas les mêmes Ça a decks, rien à c'est voir. absolument pas Mmh. la même méta, c'est absolument pas la même chose, Alors c'est ça et sur c'est tous ce les qui me fait TCG dire pour le que coup, hein. c'est ce qui me fait dire qu'en réalité, même si l'Asie est réputée pour, bah, justement dénicher des trucs étranges et tout, bah, ça veut pas forcément dire que ce seront les meilleurs decks, Mmh. ni qu'ils seront les mieux placés, ni qu'ils seront les plus pertinents partout, mais plutôt que ça va être la réponse adéquate à ce qui a lieu là-bas. Et du coup, cette réponse en entraîne une autre, qui fait que d'autres joueurs s'adaptent et que du coup, la méta évolue. Et en fait, ça met en lumière le fait qu'une méta, c'est très organique en fait. Mmh. C'est toujours lié aux joueurs avant tout. Parce qu'en fait, c'est pas des robots qui font une méta, c'est les Ah non, joueurs ouais, c'est joueur. qui jouent. Et c'est pour ça que quand à Ludi World, j'entends des bruits de couloir, des gens qui disent ouais, il y aura probablement plein de warriors et plein de gardiens. Je me dis ah, ça correspond à ce qui va se passer. Donc je vais mettre des cartes en conséquence. Et en fait, je pense qu'elle est là la méta en fait. Elle est dans justement ce truc de bon, j'ai entendu dire que mes potes qui y vont, ils vont probablement jouer ces héros-là, j'ai envie de les battre, donc vas-y, je vais mettre ça. Et, et du coup, c'est intéressant parce que, et je pense que là, on va pouvoir passer du coup au sideboard. Mmh. En ce moment, pour détailler le cheminement de pensée, je joue Dorinthea. Je joue la Dorinthea classique avec Dawnblade, où le but c'est de snowball, de mettre des marqueurs +1/+1. La liste n'est pas de moi, elle est de Josh Lowe, c'est un peu la Dorinthea de référence en ce moment, parce que bah, il est un très bon joueur au demeurant. Voilà, voilà. Il a toute une théorie que du coup j'ai consommée, je l'ai lu, je l'ai écouté, machin et tout. Et je me suis dit, ok, lui, ce qu'il veut faire quand il affronte un deck contrôle, donc un deck contrôle qui vise à beaucoup défendre, qui vise à entraver le plan de jeu, machin et tout, c'est il met des cartes qui vont trigger reprise, il met des cartes qui en fait vont rentabiliser la grande quantité de ressources et de cartes en main que va me laisser mon adversaire, contrairement aux decks aggro qui vont plutôt avoir tendance à réduire mon potentiel parce qu'ils me forcent à bloquer avec des cartes. Mmh. Et du coup, bah, pour sideboarder, j'ai enlevé des cartes, que je savais être plus pour des decks aggro, plus pour faire la course, machin et tout, parce que je savais que j'en aurais pas trop besoin, et j'ai mis des cartes qui justement étaient plus, bah, si mes adversaires bloquent, je pourrais les punir. Et en fait, je pense qu'elle est là la magie du sideboard. C'est c'est pas d'avoir choisi soudainement de mettre d'autres cartes, ou d'avoir suivi une liste et un plan de side qu'on m'a donné, comme un oiseau, qui donne à manger à ses petits là. Mais c'est plutôt de m'être dit et d'avoir, comment dire? Intériorisé la liste que je joue et m'être dit: «OK, je sais que je vais affronter ça. Je sais que je pense que cette version-là du deck est meilleure avec X ou Y cartes, donc je vais choisir de les jouer». Et hem et je pense que comme toujours, choisir de mettre des cartes dans son side, c'est renoncer à toutes les autres qu'on aurait pu mettre. Et je pense que ça aussi, c'est un truc important. Genre, je sais que toi, tu as beaucoup ça avec Faille, par exemple, parce que, tu peux pas mettre de cartes de side pour tout le monde. Tu as pas Mmh. mal de place en ce moment, mais il faut quand même que tu fasses quelques choix, quelques détails. Et Kano, c'est un peu l'éternel problème de tous les sides. Oui. Parce que il met en lumière un autre truc qui, selon moi, est important dans les sides, et c'est un truc que maintient beaucoup Croissant. Genre, je sais que, mais ça lui vient de Yu-Gi-Oh! Ça, c'est un truc qui est encore plus fort à Yu-Gi-Oh! Que dans les autres TCG. C'est, quand on met une carte dans son side, avant de se dire qu'elle va être bien contre tout le monde, il faut se dire: «Quel pourcentage de win rate elle va m'accorder si je la joue dans tel ou tel match-up? Et y a-t-il pas une autre carte qui augmenterait ce pourcentage de win rate, sans pour autant être aussi flexible?» Alors je vais expliquer un peu la théorie. L'idée c'est, au lieu de jouer une carte qui me donne plus 10 de victoire contre certains decks, mais qui me donne que plus 10, est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je joue une carte qui me donne plus 25 de victoire contre seulement certains de ces decks qui étaient précédemment affectés, au lieu d'une carte qui me donne que 10 contre plus de trucs? Parce qu'en vrai, ce que je veux, c'est les 25 de victoire. Mmh. C'est d'avoir une carte de side qui a beaucoup plus d'impact, qui va, quand elle est touchée, oblitérer la stratégie adverse. Et, je pense qu'à Fab,
il y a pas mal ce truc-là parce que comme tout le side se fait en amont, quand on prépare son deck, mais aussi quand on s'installe à la table, il faut assez souvent se dire: «OK, est-ce que ça sert à quelque chose que je dédie des slots de mon side et donc de mon deck à tel match-up et pas à un autre? Et est-ce qu'il vaudrait pas mieux abandonner un match-up pour juste augmenter son win rate sur un autre? Parce que les cartes qu'on aurait mis dans son side n'auraient pas changé le match-up». Mm. Et ça marche avec Kano, par exemple. Dans mon deck d'Orinthea, je considère que j'ai pas la place pour mettre de l'Arcane Barrière ou du Spell Void ou des machins comme ça, mais surtout que j'aurais beau les mettre dans mon deck, ça changerait pas vraiment en fait le win rate contre Kano parce que ce serait toujours aussi variancé et j'aurais toujours autant de chances de juste me faire combo la tête et c'est perdu. Alors que les 3 slots que j'aurais mis pour de l'Arcane Barrière, en fait, je peux plutôt les mettre pour des défenses réactions contre Azalea, par exemple, qui, elles, vont vraiment avoir un impact. Un impact beaucoup plus grand pendant une game contre Azalea. Ou Mm. alors, une autre attaque réaction contre les decks gardiens, qui a peut-être être celle qui va me permettre de tuer mon adversaire. Et je sais que tu avais ça un moment avec Faye, parce que tu étais en mode ouais, j'en ai marre de perdre, je vais mettre Spell Void 2 avec AB, je sais Et pas j'ai toujours combien ça, là. hein. Et et tu toujours ça parce que tu as J'ai la toujours place et ça. tu la Parce chance. que j'ai la place. En fait, l'avantage qu'on a, et je rejoins du coup ce que tu dis, c'est qu'avec Faille, nous, alors avant, on jouait un deck avec Spreading Flames, 2 Phoenix, etc. Donc notre base du deck était beaucoup plus agressive en tout cas. Et au final, avec la méta qu'il y a eu, les différents changements, bah en fait, il y a pas mal de gens qui ont choisi justement d'enlever ce côté ultra agressif pour trouver un deck plus consistant. Ce qui fait qu'en fait, le side a changé aussi. Parce qu'en fait, la différence, et Ouais. ça c'est quelque chose qui peut être très présent dans vos différents sideboards, c'est de dire, ok, avec mon deck, on a un plan de jeu, sauf que moi, le plan de jeu que j'ai avec le deck, avec Spreading Flames, notamment Flame Call Awakening qui permet de récupérer une flamme du deck pour réattaquer, bah en fait, typiquement, ce plan de jeu-là, quand vous allez jouer contre des héros comme au hasard Azalea, bah en fait, ce plan de jeu ne fonctionne plus parce que vous ne pouvez Mmh. juste plus le faire. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait toutes nos petites cartes en mode ultra gros et on mettait des Sync, des Realm Force, on mettait des choses beaucoup plus défensives. Aujourd'hui, il y a tellement de decks qui maintenant sont méta et qu'il faut un peu réussir à prévoir que du coup, en fait, on a enlevé ce côté ultra aggro et on a toujours les Sync, on a toujours les Reinforce de line. Par contre, là, typiquement, un très bon exemple de carte à sideboard quand vous jouez des aggro, et c'est une carte qui a fait beaucoup parler d'elle, c'est Tenacity. Tu vois, quand tu Mmh. parles de pourcentage de victoire, en fait, c'est très simple. Si vous jouez Faille et que vous jouez contre Victor, si vous n'avez pas Tenacity, vous avez perdu. C'est perdu. Voilà. C'est fini. Donc, la carte, en fait, vous devez la mettre dans votre side. Mais au détriment de quoi? À la place de quoi? Du coup, par exemple, nous, dans nos sideboards, on a des cartes qui changent drastiquement des match-ups, mais qui sont très all-in et qui, du coup, vont être beaucoup moins générales. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que à Paris, je sais qu'on a des canaux, et je sais que moi, je peux pas me permettre de prendre une free lose contre un canot. Du coup, quand je mets Spell Void 2, donc c'est-à-dire que j'ai les gants et le torse en Spell Void, je garde les bots, les Snapdragon parce que c'est les plus agressives, je garde le Pouncing Lynx parce que c'est le plus agressif et de toute façon c'est dans la liste de base et ce que je joue de base. Du coup, c'est est-ce que ça vaut le coup pour m'enlever un match-up ultra défavorable de rajouter Spell Void 2? Ça rend pas le match-up favorable, mais ça le rend légèrement moins défavorable. C'est-à-dire que ça, j'en ai discuté de temps en temps, ça devient pas du 50-50, mais quand vous jouez Faille et que le canot il arrive en face, il voit Spell Void 2, ça va pas être la même ligne. Mais c'est chiant. Ouais, c'est pas la même game, clairement pour C'est lui. vraiment pas la même game. Alors que si vous jouez Faille et vous arrivez, vous faites j'ai Tunic, Shuko, les Snap Dragon et le Pouncing, le canot il vous regarde, il fait. Donc tous les tours, en fait, tu vas juste te faire burn, et oui, et il va juste vous burn beaucoup plus vite. Donc en fait, le match-up est genre Mmh. vraiment, je pense, 90-10 si vous avez pas les Spell Void, alors qu'avec les Spell Void, on passe peut-être à du 70. Je pense que ça doit être aux alentours des 20% win rate. Du coup, oui, ça va vraiment valoir le coup. Mais on peut se permettre de faire ça en sideboard uniquement parce que en fait, on n'a pas tant de sideboard que ça pour les autres classes. C'est-à-dire qu'en fait, le principal changement qu'on va avoir, ça va être 3 salles de wound, 3 tenacity.
Et on va se dire, qu'est-ce que j'affronte ? J'affronte un deck aggro, donc c'est un deck qui va avoir tendance à prendre des points. Je vais donc jouer la carte qui fait le plus de value là-dessus, Salle de Wound. Je joue contre un deck très défensif, un gardien, un Victor, quelque chose qui va avoir tendance à bloquer. C'est quelque chose qui va du coup va pouvoir beaucoup bloquer. On va jouer Tenacity. Ou alors, on joue contre Dash, ça peut bloquer, ça peut prendre des dégâts. On va mettre 2 salts, un Un mélange des Tenacity. deux. On va Mhm. mélanger un peu. Et ça, je trouve que c'est un très bon exemple de comment vous pouvez construire un sideboard pour votre deck. C'est vraiment de vous, comme tu le disais, de vous focaliser sur quelle carte va vous donner le plus de chances de gagner vos match-ups. Et soit dans des match-ups spécifiques, donc comme j'ai expliqué là avec Kano, soit dans des match-ups plus généraux, genre par exemple si je joue contre un deck aggro, je vais avoir tendance à jouer Salle de Wound, si je joue contre un deck contrôle, je vais plutôt avoir tendance à jouer Tenacity. Mhm. Et tu vois, pendant que tu parlais, je pensais à un autre truc aussi, c'est là on parle plutôt des situations où le side euh, est en complément d'un mainboard. C'est-à-dire que dans mon Dorinta ou dans ton faille, le cœur du deck reste toujours le même. C'est Et ça. on ajoute quelques cartes, on en enlève une ou deux, et ça fait une liste en gros. Mais vous allez avoir des decks qui vont carrément être les fameux decks Switch. On a Dash pendant longtemps qui a été comme ça, Dorinthea l'a été aussi pendant un moment, Dromai l'a un peu fait, Prism l'a un peu fait aussi. C'est le genre de deck qui en fait est capable de supporter deux plans en même temps et où en fait son side, c'est pas vraiment des cartes qui vont accompagner un plan de jeu, mais qui vont plutôt lui permettre d'être fondamentalement différent. C'est très marquant avec Prism par exemple parce qu'elle passe vraiment de Luminaris aggro à Iris control en gros. Mm. Mais un truc qui est intéressant avec Prism aussi, et qui est aussi une réflexion de sideboard, même si elle, euh, elle s'inscrit beaucoup plus dans le cœur du deck que dans des petits choix qu'on fait au début d'une partie. Euh, il y a pas très longtemps, il y a Prism qui a gagné un Battle Hardnet, enfin qui a réussi à gagner, et quand tout le monde a regardé la liste, tout le monde était en mode OMG comment ça gagne contre Gardien. Et en fait, ce qui est formidable avec cette liste, c'est qu'en plus d'être très bien construite et d'être très équilibrée, il a réglé un des problèmes du deck en faisant en sorte que l'un des deux plans de jeu qu'il adoptait avant soit le plan de jeu et qu'il en ait qu'un seul, mais qu'il ait trouvé les quelques cartes de side importantes et la façon de les utiliser pour modifier fondamentalement son win rate contre les match-ups qu'il mettait en difficulté et régler les problèmes du deck. Mm. Et du coup, ce faisant, en fait, il libère plein de place. Parce que si on n'a plus besoin de s'encombrer à changer de deck entre deux parties, bah du coup tu peux juste te concentrer sur les quelques cartes qui vont aller dans le sens de ton plan de jeu qui du coup maintenant est le meilleur, donc Luminaris dans ce cas-là, et ajouter les quelques cartes dont tu as besoin, qui vont du coup peut-être parfois être un petit peu plus flexibles, parfois elles vont permettre de mieux répondre à une situation et peut-être un petit peu moins à une autre, mais où du coup ton side prend beaucoup plus de sens, parfois beaucoup plus de saveur aussi, et devient plus cohérent. Et, euh, et ça, je trouve que c'est un truc très cool, et je trouve que c'est un truc qu'il y a beaucoup à Fab et qu'on a beaucoup moins dans les autres TCG en fait, parce Mm. que c'est intimement lié à la capacité qu'ont les cartes à être plusieurs choses à la fois, à être à la fois des ressources, à la fois des points de vie qu'on choisit d'utiliser, enfin de préserver, et des cartes qu'on choisit de jouer en gros. Et c'était pareil avec Dorinthea Decimator. En fait, le deck, il passait vraiment de je suis un deck snowball avec une épée qui essaie de gratter des points, machin et tout, à je suis un deck Mm. contrôle, je vais bloquer comme jamais et utiliser ma hache pour te finir à la fatigue. C'est ça. En fait, il y a un truc intéressant que je trouve dans le sideboarding de Flesh and Blood, et c'est vraiment la première fois que je vois ça dans du sideboard. Je sais pas si la nuance est assez fine, mais je pense que le dire comme ça va être assez compréhensible. C'est de dire que quand on prend des jeux comme Magic ou d'autres jeux, d'autres TCG, quand vous allez utiliser votre side, ça va être pour contrecarrer votre adversaire, contrer ses plans de jeu, contrer sa façon de jouer. À Et Flesh and c'est lié Blood, au fait que. En vrai, c'est lié au fait que ce soit des BO3 c'est aussi. ça, c'est C'est lié pas au fait mal que ce soit lié à des ça. BO3. C'est très lié à ça. C'est-à-dire que tu acquiers des infos et puis tu réagis en conséquence. Mm. Alors qu'à Flesh and Blood, vous allez sider vos cartes pour améliorer votre plan de jeu contre votre adversaire. Donc pas Mhm. pour avoir une incidence sur son deck, mais pour avoir une incidence sur votre deck. Et je trouve que la nuance, elle est intéressante, parce que typiquement, on prend un exemple qui est très connu de sideboard, c'est Bravo contre Kano. Bravo, il voit qu'il est contre un Kano, il va rentrer des Oasis Respite. Mais contrairement à d'autres TCG,
L'Oasis Respite, c'est une très bonne chose contre Kano, si vous savez jouer contre Kano. Mais vous prenez un Bravo débutant, il va mettre des Oasis Respite, bah en fait, s'il ne sait pas comment jouer autour de ces Oasis Respite, s'il les arsenale pas forcément au bon moment, genre, ça peut donner des choses assez complexes. S'il les utilise au mauvais moment, ça peut donner des choses assez complexes. Et du coup, c'est pour ça que vous n'allez pas utiliser vos cartes pour contrer la stratégie adverse, mais vous allez utiliser vos propres cartes pour améliorer votre stratégie. Et je trouve que ce principe-là de side est vraiment, vraiment cool dans Flesh and Blood, et Et c'est très important. Ouais. et il est exacerbé en ce moment Mm. où, il est beaucoup plus difficile de répondre à quelque chose que d'améliorer la proactivité de son deck. Mm. Et c'est aussi en fait, toute cette notion dont parle Knight, liée au sideboard et cetera, rejoint aussi le fait qu'il est beaucoup plus compliqué à Fab de trouver immédiatement un deck, réactif ou contrôle, qui soit adapté. Mm. Et d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle, genre, la première semaine, on a Kano et Kaio qui sont au top, parce qu'en fait, c'est des decks aggro. C'est des decks proactifs, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils le font et ça avance. Deuxième semaine, bah, il y a plus de decks qui y répondent, donc plus adaptés. Donc on a par exemple Victor qui s'est pas mal adapté, qui a peut-être développé des strats pour contrecarrer Kaio, un peu moins Kano je pense, mais voilà. Et puis, troisième semaine du coup, c'est Dromai. Mm. Dromai qui, bah, sans surprise, est capable de battre des Victor si elle en a croisé, et des Kano. Et du coup, en fait, ça montre à quel point, genre, réagir à ce qu'on ce qu'on va croiser est, déjà beaucoup plus intéressant que, parfois venir, avec un deck ultra proactif, à l'aveugle, mais aussi très compliqué quand on ne sait pas ce qu'on va affronter. Et du coup, ça pose toujours la question de, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne certains match-up? Est-ce qu'on en plébiscite d'autres? Et puis, un truc dont on n'a pas parlé aussi, mais je pense qu'un sideboard évolue avec le confort qu'a, un joueur sur son deck. Mm. Par exemple, toi sur Faille, ça fait suffisamment longtemps maintenant que tu joues le deck pour te dire que tu n'as pas besoin, de mettre, par exemple, plus d'une Tenacity contre, Dash, tu vois? C'est-à-dire que si tu avais été un joueur moins expérimenté, tu te serais peut-être dit: «Ah, il m'en faut genre 2 salles de wound et 2 tenacity parce que, bah, je vais peut-être foirer mon truc et je vais avoir besoin de revenir» et ça et ça. Et il y a pas mal ça avec les illusionnistes, surtout je trouve, c'est, plus un joueur d'illusionniste se sent à l'aise avec son plan de jeu, notamment contre les decks contrôle, les decks avec des poppers, plus il va avoir tendance à réduire le nombre de cartes qui interagissent avec ce plan de jeu-là. Mais moi, je sais que quand j'affrontais des decks avec plein de poppers et j'étais pas très à l'aise parce que j'ai jamais été très à l'aise dans ce match-up, j'avais tendance à vouloir augmenter le nombre de cartes dans mon side qui étaient dédiées à ce match-up. Mm. Parce que le plus important, pour moi, c'était: «OK, si j'affronte ce match-up-là, je veux pas genre jouer la même version et la même liste que quelqu'un que je sais être plus fort que moi ou plus entraîné dans cette situation. Mais je veux avoir les cartes que j'ai envie de voir pendant la partie que je suis en train de jouer. Et donc ça implique, bah, d'avoir augmenté le nombre de trucs qui interagissent avec les poppers. Ça implique de m'être dit: «OK, cette carte-là, je comprends pas exactement comment est-ce qu'elle est jouée, ni comment est-ce qu'on la déploie dans tel plan de jeu, donc bah, je vais préférer l'enlever pour mettre une carte que je comprends». Tout en admettant que cette carte que je comprends mieux, bah, est peut-être pas autant adaptée que celle que j'ai enlevée. Mm. Mais ça, ça rejoint le fait que le sideboard, c'est très personnel. C'est très, c'est vraiment genre, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre deck contre celui de votre adversaire? Celui de vos adversaires, du coup. Et ça, je trouve ça très cool. Mais Mm. ça, en réalité, c'est une réflexion qui est très développée à Flesh and Blood parce que c'est du BO1, parce qu'il y en a vraiment un lien et un une affection pour les héros qu'on joue, des affinités et cetera. Mais cette réflexion autour du sideboard, autour de l'adaptation qu'on déploie pour les decks adverses, bah, en réalité, on la retrouve, dans tous les TCG. Mais il y a des TCG où c'est plus marquant que d'autres. Mm. Et j'ai l'impression aussi que le sideboard devient beaucoup plus, humain, si on peut dire ça comme ça, enfin genre à l'échelle d'un joueur, quand une méta
où un environnement de jeu est sain, dans le sens où, un joueur ne va pas se sentir, oppressé par un deck. Par exemple, sur la méta précédente, quand Lexi était légal et que c'était évidemment le tiers zéro, genre le deck à abattre, machin et tout, bah, moi par exemple, j'avais un peu la flemme de jouer. J'avais pas très envie. Parce que je savais que les décisions que je prendrais sur mon side, en fait, devraient toujours répondre à la question: «Vais-je être capable de battre Lexi?» Mmh. Et du coup, c'est chiant. En fait, c'est pour il y a certains joueurs à qui ça va pas plaire, d'autres que ça gêne pas du tout. Mais il y a des joueurs, bah, comme moi par exemple, qui vont préférer justement ces environnements où en fait tu as beaucoup plus de liberté et où tu peux beaucoup plus t'exprimer, faire ce que tu préfères, jouer les cartes que tu aimes, de la façon, que tu aimes et cetera et cetera. Mmh. Pour ça le sideboard, c'est bien. Pour ça les méta ouvertes, c'est bien aussi. Donc il Mmh. faut apprécier la méta qu'on a en ce moment et il faut être heureux. Et C'est il ça. faut se dire, si en ce moment on a une méta qui est aussi ouverte, qui est, si permissive, il faut justement en profiter pour peut-être expérimenter des trucs. Expérimenter des cartes de side, peut-être, prendre en main un deck qu'on connaît pas. Heu, Profiter justement de ce moment où, bah, tout est possible, si on peut dire ça comme ça, Mmh. et c'est cool, quoi. C'est ça. Tu as parlé de quelque chose d'assez spécifique aussi, quand tu as parlé de Lexi, et je trouve ça cool d'en parler dans un épisode où on parle du sideboard, c'est le net decking. Ouais, Alors, je suis même pas sûr de bien connaître la définition, donc c'est bien, tu vas pouvoir m'assurer que ouais, j'ai ouais. bien compris, mais c'est dans le sens où, par exemple, l'époque où Lexi était ultra dominante, et ben on avait des joueurs qui net deckaient leur deck contre Lexi spécifiquement. Genre qui changeaient Mmh. leur decklist exprès en disant ok je vais jouer cette carte plutôt que cette carte parce que elle est meilleure dans Lexi. Et en fait c'est vraiment des tout petits changements de cartes dans les decks qui globalement ne vont pas changer grand chose mais qui vont changer des choses contre certains match-ups mais qui tout fatalement vont réduire vos chances dans d'autres match-ups. Je pense par exemple Mmh. à une carte qui... Alors cette carte je la trouve marrante parce que elle va, elle vient, elle va, elle vient. C'est Hold the Line, Oui. qui est une bleue, bloc 2. C'est une défense-réaction, si je dis pas de bêtises. Ouais, une défense réaction. Et Elle qui coûte dit, 0 à elle coûte jouer, 0. bloc 2 Et quand vous et la elle jouez, dit si votre adversaire a pioché 2 cartes, elle prévient les 3 prochains dégâts qui vous soient infligés. Donc en fait, ça devient une 5, une défense-réaction à 5. Et c'est une carte justement que des gens rajoutaient un peu en sneaky dans leur deck, même pas dans leur side, ils les mettaient directement en bleu dans leur deck. Parce que, bah, en fait, il y avait tellement de Lexi. Et ils se sont dit, bah écoutez, il y a Lexi. Lexi, qu'est-ce que ça a comme carte? Ça a Tree of a Kind. Ça fonctionne très mmh, bien. Il y a Faille. Faille, qu'est-ce que ça a? Ça a Art of War. Donc tous les decks qui ont Art of War. Il y a des Brutes. Brutes, ça joue Blood Rush Below. Ça fonctionne très bien. mmh, Et aujourd'hui, bah, en fait, c'est une carte vraiment qui va, qui vient. Bah, ils ont sorti donc la tête légendaire, donc la balance, qui fonctionne mmh. un peu sur le même Qui principe. fait, ouais, c'est ça, qui est sur la même mécanique, Ça, donc qui est un ça, peu sur le même créneau, ouais. donc on voit un peu la carte disparaître. Mais ça, par exemple, ça peut être du. Ça, c'est ce qui pourrait être apparenté du net decking. Mais pour le coup, le net decking, c'est moins dans une méta variable, comme on voit aujourd'hui, plutôt que c'est beaucoup plus fixe. C'est plus, on utilise ça plutôt dans une méta fixe, où on sait que c'est quelque chose qui se fait beaucoup à Magic, à Yu-Gi-Oh, etc. Où on sait que En t'as 40% de ces decks qui vont jouer comme ça, et t'es obligé d'avoir cette carte, et du coup, fait En fait, le net decking, si on décompose, c'est, le fait de, en gros, trouver son deck sur le net. hmm, Donc en fait, d'avoir, de s'être inspiré ou d'avoir littéralement utilisé les ressources qui sont à notre disposition sur internet. Hem, c'est quelque chose qui est très présent dans les jeux qui sont résolus, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, à Magic, quand une édition standard sort, très vite, les gens savent quel est le meilleur deck, quelle va être la stratégie optimale, connaissent très, très vite les listes adéquates et donc savent comment jouer ce qui va les contrer ou quelle version jouer. À Flesh and Blood, on a eu ça parce que Lexi était le deck le plus représenté, mais aussi le plus puissant et donc on avait à la fois plein de gens qui jouaient le deck le plus représenté et le plus puissant, Lexi, hmm, mais aussi plein de gens qui jouaient les decks contre. qui, étaient réputés pour la battre et Hmm, qui du coup cherchaient des listes sur internet, cherchaient des héros, des informations et cetera. Mais en réalité, le net decking, qui en fait correspond à, bah, jouer un deck qu'on n'a pas monté en fait, c'est plus ça qu'en réalité que vraiment genre aller chercher sur internet machin et tout.
C'est une pratique qui est très courante maintenant dans les TCG, surtout depuis qu'on a internet. Et par exemple, moi-même, le deck d'Orinthea que je joue en ce moment, je l'ai complètement net decké. Mmh. Je l'ai trouvé sur internet, bon je savais à peu près où chercher, je l'ai récupéré les informations que donnait la personne qui a monté le deck et à partir de ça, c'est la base sur laquelle je travaille. Et dans mes souvenirs, on avait déjà parlé justement du net decking dans dans le fait de choisir un deck et enfin de monter un deck et tout et tout. Et en fait, je pense que le plus important avec le net decking et ce qui rend, sa pertinence plus ou moins variable en fonction des métas, c'est que, bah, comme on l'a dit, en ce moment, on a une méta dans le jeu qui récompense probablement plus les joueurs à l'aise avec leur deck que les bons decks. Mmh. Du coup, si on net deck, si on prend une liste sur internet qu'on n'a pas montée, il est peu probable qu'on ait accès à toutes les arcanes, toutes les subtilités, toutes les raisons pour lesquelles telle ou Mmh. telle carte est dans la liste et pas une autre. Et donc naturellement, on va être moins à l'aise sur le deck que si ça avait été un deck qu'on jouait depuis plus longtemps. Et donc forcément, si la méta favorise les joueurs qui sont d'abord meilleurs avec leur deck plutôt qu'avec un bon deck, bah du coup on va Mmh. probablement être derrière comparé aux gens qui jouent leur deck depuis un bout de temps. C'est ça. C'est là, Et juste avant que tu continues, je me permets parce que je me suis rendu compte de dans ce que j'ai dit, c'était peut-être un peu fouillis sur la définition de net decking, mais en fait, en gros, je parlais du net decking dans le sens où les gens vont prendre les listes qui sont faites pour le deck à abattre, mais du coup, il y a des gens qui vont peut-être interpréter ce que j'ai dit plus dans le sens tech un deck, qui est un autre mot un peu bourrin de TCG, où le fait de tech un deck, c'est vraiment de mettre des cartes précisément dans le deck, mais ça, du coup, c'est mmh, fait par des gens pour que d'autres gens ensuite net deck les bah, NetTech, les en fait, decks, il y a donc ça. En fait, c'est toutes les évolutions de méta. C'est-à-dire que tout ce dont on parlait, ou je parlais avant, en disant: «Oui, c'est quelque chose de très personnel, de très subjectif, il faut genre c'est comment est-ce qu'on est à l'aise avec son sideboard et son deck et cetera». Bah, la réalité, c'est que, bah, dans le monde qui est le nôtre, avec, internet, par exemple, et les échanges globalisés, notamment sur Discord et cetera, bah, une décision que prend quelqu'un, s'il choisit de la partager, elle arrive très, très vite aux oreilles de toutes les personnes qui souhaitent l'entendre. mmh, Et du coup, bah, on va avoir des joueurs qui vont dire: «OK, les decks bruts, les decks rangers et les decks, illusionnistes, genre Dormaille, adorent piocher plus d'une carte par tour. Donc on va mettre des cartes qui interagissent avec ce truc-là», parce qu'on a remarqué qu'elles étaient nulles à chier dans toutes les situations où les joueurs piochaient pas, mais elles étaient super dès que l'adversaire se mettait à piocher. Donc c'est le cas de Balance of Justice et le cas de All the Line. Et en fait là en gros, intervient la subjectivité ou la part de responsabilité que prend un joueur qui aurait trouvé cette information sur internet. mmh, Par exemple, je vois sur internet qu'une liste joue des All the Line. Bah, je vais regarder ça et soit je prends la liste telle qu'elle est et je me dis: «Bah, il y a de bonnes raisons, je vais écouter, ce que la personne a choisi de faire et de prendre comme décision». Soit je me dis: «J'aime pas cette carte, j'ai pas envie de la jouer, je sais que c'est une carte de side, genre c'est une carte de tech». La différence entre carte de side et carte de tech, selon moi, réside plus dans l'endroit où est la carte, plutôt que, ce qu'elle est en soi. mmh, C'est-à-dire que All the Line, c'est une carte de tech parce que c'est une carte que vous allez jouer dans votre main board, c'est-à-dire que vous allez jouer dans tous les match-up, mais que vous admettez que la carte est pas exceptionnelle dans certains match-up, parce que vous savez que vous serez très content de l'avoir dans les match-up où elle est mmh. exceptionnelle. Le Et très comme bon vous vous exemple, attendez ouais, à croiser énormément du match-up où ça va être très mmh, bien, du coup, vous êtes en mode: «Je vais pas perdre de value ni de points parce que je joue une carte qui est pas très bien». Parce qu'en fait, elle sera jamais pas très bien, puisque je sais que je vais être que dans des situations où elle sera bien. mmh. Le meilleur exemple de ce que tu dis, ça va être très rapide et vous allez tout de suite comprendre, c'est Warmonger Diplomatie. Ouais, par exemple, ça, c'est Voilà, une bonne ça grosse c'est carte de tech. une vraie carte de Pure tech tech. qui, dans certains decks, se fait maintenant remplacer, mais qui, quand elle est sortie, les gens disaient non, cette carte est juste trop bien, on va la mettre là parce qu'en face j'ai ça, ça, ça. Et typiquement, bon, je pense souvent à cet exemple parce que c'est le deck que je connais, mais dans Faille, et ben moi, il y a des moments où bah, je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup d'Azalea, où la carte du coup serait un peu moins bonne. Bah, en fait, j'enlevais les Warmonger et je mettais bah, l'ancienne carte que je mettais, qui était Stabwound, par exemple, qui Ouais. du coup est plus intéressante dans Faille. Mais du coup, quand je savais qu'il allait y avoir des Rangers ou ce genre de trucs, bah, Warmonger. Mmh. Et tu vois, je fais une différence entre, bah, typiquement All the Line et Balance of Justice, c'est un bon exemple de la différence entre une carte de tech et une carte de side.
Mmh. Hold the Line, je vais avoir tendance à les mettre en main deck, à me dire: «La carte, elle sera jamais désastreuse, heu, si je l'ai dans mon main deck et que je la croise dans un match-up où l'adversaire pioche pas, donc je vais admettre qu'elle est là et en fait, elle sera très bien quand j'aurai envie qu'elle soit très bien». Donc c'est une carte de Mmh. tech parce que c'est une carte où je perds pas grand-chose à la mettre dans mon deck, mais je gagne beaucoup à l'avoir mise dans mon deck. Contrairement à Balance of Justice, qui, si je choisis de la jouer tout le temps, va peut-être me faire perdre un super casque. Mmh. Donc, bah, c'est Crown of Providence, mais il pourrait y avoir d'autres classes qui perdent encore plus à choisir de jouer Balance of Justice au lieu d'autre chose. Et dans ces cas-là, c'est une carte de side. Parce que dans ces cas-là, Balance of Justice n'est pas une carte qui, bon, si elle est là, tu perds pas grand-chose, mais c'est une carte qui te fait perdre beaucoup, mais que tu choisis de jouer parce que tu estimes qu'elle te fait gagner beaucoup. Et du coup, je pense qu'elle est là la différence entre carte de tech et carte de side. Et c'est encore plus flagrant dans les jeux avec du BO1 Mmh. parce que la tech, en fait, c'est sideboardé, sans sideboarder, parce qu'en fait, c'est mettre des cartes de side, mais dans son main deck, en se disant, ok, je sais qu'ils vont être très utiles, donc en fait, j'ai envie d'augmenter le nombre de cartes de side que j'attribue à un match-up. Et donc, je prends les cartes de tech qui vont être bien contre ce match-up. Mmh. Oh, j'utilise beaucoup de jargon et de vocabulaire, mais Mais justement, je en fait, trouve ça c'est bien beaucoup. pour les nouveaux joueurs qui écoutent, tu vois, genre, quand on leur parle de net decké, de tech des decks, etc., ben, Ouais, c'est bien des sûr. termes qui sont nouveaux, tu vois. Après, après, pour les gens qui nous écoutent et qui seraient un petit peu perdus et tout, ça reste des mécaniques assez avancées des TCG, si on peut dire ça comme ça, qui interviennent après que le jeu ait été pris en main dans sa globalité. Mmh. Souvent, on se pose la question de ah, mais est-ce que je vais jouer en x1 ou en x2 telle carte de tech, machin et tout, quand la question n'est pas de savoir dans quel ordre je piche mes cartes, Mmh. mais c'est plutôt de savoir est-ce que je veux perdre ou gagner 5% de win rate contre tel deck. C'est ça. Et beaucoup vous diront, moi le premier, que c'est un petit peu pinaillé. Considère assez souvent que les éternelles discussions sur le side, sur machin, sur bidule, c'est souvent parler beaucoup plus qu'on ne joue et bon, faut d'abord, pas oublier que c'est un jeu. Heu, Ça c'est mon avis. Après il y en a qui seront pas d'accord et c'est tout à fait normal. Et en même temps, c'est aussi ça un peu le sel des TCG. C'est de se retrouver dans un LGS, d'avoir, 4 bougs qu'on croise que un soir par semaine et de se lancer dans un débat enflammé autour de la présence ou de l'absence d'une carte dans un deck et d'être en mode: «Mais non, mais c'est inadmissible, c'est n'importe quoi» et l'autre qui est en mode: «Mais non, mais c'est du génie et tout». Il y a un peu de c'est ça, c'est lié au side. Copium. Ça, El c'est lié, famoso copium. mais voilà, c'est le copium. C'est pour les gens qui sont beaucoup sur les groupes d'échanges globalisés. Le copium, c'est vraiment par exemple, il y avait beaucoup ça quand, Prism avait pas encore gagné le Battle Hardnet. Dès que quelqu'un disait: «OMG, Prism, c'est trop bien, le deck est trop fort», les gens lui répondaient copium. Ce qui voulait dire, en français sans le lan sans si on traduisait le même, un truc du genre, heu arrête tes baratins, genre, on sait tous très bien que ce que tu racontes, c'est de la merde, et on te croit pas, tu vois? Genre tu y crois très, très fort, hein, mais on n'est pas avec toi, tu vois? Et Ouais, c'est un peu ça. et puis il suffit qu'il y ait une personne qui gagne avec le deck et soudainement, tous ceux qui se prenaient des copiums avant, le renvoient à tous ceux qui disent que Prism maintenant c'est trop fort. Enfin genre, du coup, c'est bon, voilà. Ça rejoint les éternelles discussions sur le side et tout. Oui, c'est ça. Et puis, bah, d'ailleurs, après ce passage où j'ai traduit un mème en légende là, moi, j'ai plus rien à rajouter sur les sides. Bah pareil. Je sais pas si toi, Voilà, j'aurais juste à rajouter que bah, c'est important. Essayez quand même ouais, c'est de. très Je important. pensais, en dernière chose, je dirais, si que vous soyez débutant ou que plus intermédiaire ou avancé sur le jeu, quand vous net deckez un deck, prenez un deck sur le net, essayez de bien comprendre son side, bien voir les cartes, comprendre à quoi elles servent. Genre, posez-vous la question. Un sage m'a dit il y a pas très longtemps, quand tu vois une carte dans une liste, pose-toi la question pourquoi. C'est très très important Qui ça. t'a dit ça? Hein? C'est Croissant qui t'a dit ça? Oui, Ah oui, oui, bah, ça m'étonne pas. voilà. Et en vrai, ça Et c'est marche pour très ça très bien. d'ailleurs que, si vous voulez net decker et tout, privilégiez les,
les les listes, qui ont le plus d'informations qui les accompagnent. Par exemple, je vais faire de la pub pour ma propre paroisse, hein, mais les focus qu'on s'acharne à faire sur la chaîne correspondent à mes yeux beaucoup plus à ce qui est intéressant pour quelqu'un qui veut prendre en main un héros et une liste, avant d'aller prendre la première liste qu'il trouve sur Fabrari. Parce qu'il y a un truc qui est important quand même avec le side, c'est, même si on joue à un jeu qui, est plus ou moins résolu, dans le sens où beaucoup de gens réfléchissent à beaucoup de decks et il y a pas mal de choses qui se résolvent sans qu'on y participe, dans le sens, de listes qui aboutissent, de façons de jouer qui sont plus pertinentes que d'autres et tout. Faut jamais oublier que, c'est avant tout un jeu où on peut jouer les cartes qu'on aime, de la façon qu'on aime et moi, par exemple, je serais toujours un petit peu admirateur des gens qui, à Paris, il y en a quelques-uns qui, ne jouent que des listes maison. Mmh. Qui, vraiment, ils ont monté la liste depuis le début et ça fait 3-6 mois qu'ils jouent le même deck. Alors évidemment qu'ils changent, mais c'est le même héros en gros et que, c'est à force de discussion, à force de jouer, qu'ils adaptent, qu'ils mettent des cartes, machin et là, on aboutit vraiment à la chimie des TCG et ça, je trouve ça trop stylé Mmh. et ça, je pense que c'est une expérience, je ne peux que la conseiller. Moi, je sais que je la trouve dans Magic pas mal parce que je joue en Commander où en fait, il y a beaucoup ce truc-là de chimie, de mettre les cartes qu'on aime et tout et il y a pas mal ça à Fab, mais comme Fab reste un jeu compétitif, c'est plus difficile de s'exprimer. Mais faut pas oublier que ça reste un jeu, qu'il faut jouer les cartes qu'on aime, même si on veut gagner quand même avec, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Et que, il faut essayer. Genre la meilleure façon de savoir si une carte de side est pas bien ou si elle est exceptionnelle, c'est de la tester. Et puis, là, c'est croissant en fait. Là, il est pas là, mais là, il vous aurait répété pendant une demi-heure, par exemple, si vous voulez vous entraîner, le mieux, c'est de faire des scénarios. Oui. Donc vous trouvez un pote, vous lui dites: «OK, tu joues comme ça» et du coup, vous essayez une carte de side comme ça pour savoir si ça marche, machin et tout. C'est Mais il est vrai. pas là, du coup, je l'ai fait à sa place en moins de 30 secondes. Ouais, je suis trop fort. Mais voilà, moi je voulais rajouter ça. C'est vrai, tu as raison. Bon, sur ce, je pense qu'on va clore cet épisode. Mmh. Merci de nous avoir écoutés. Heu, Comme à chaque fois qu'on le répète et maintenant ça commence à faire un petit peu, Pierre et le loup. Je vous jure qu'on se bute pour, faire d'autres contenus, Oui. d'autres vidéos. Bon, moi, j'ai lâché les deck tech, mais parce que je vais essayer de revenir. Voilà, je dis plus: «Je J'aurais 2 vais le trucs à faire», dire à la fin. je dis: «Je vais essayer de revenir». Mais on a des projets, vous en Mmh. faites pas et merci de nous écouter de toute façon. Vas-y, Et tu les voulais 2 dire? trucs que je voulais dire, c'est pour une raison absolument inexplicable, parce qu'on les a pas passés il y a très longtemps, nous approchons des 600 abonnés. Alors Ah que ouais? nous avons Déjà? dépassé les 500 il y a Chut! pas très longtemps, nous sommes à 588 et c'est Et officiel, nous avons notre première vidéo à plus de 1000 vues. Donc merci à mais tous. non, La review Heavy quoi? Eaters est à 1100 vues. Oh là là, Donc voilà, très on est très trop bien. fort, on est Franchement trop très très fort. fort. Après, Donc en fait merci tout le en monde. fait en fait, il faut remercier tous les gens qui nous écoutent, qui sont là au bout de ça fait combien de temps qu'on enregistre là? 1 heure et quelques, non? Ouais, là ça va, là c'est un peu plus d'une heure, donc ça va. Il faut remercier tous les gens qui arrivent jusque-là, qui prennent le temps de parler de nous autour d'eux, de dire qu'on fait du contenu cool, de nous recommander. Je sais Mm. que ça arrive de temps en temps qu'on soit recommandé et tout. Merci à vous et sur ce, à la semaine prochaine pour, de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Bye bye.